L'empereur, un peu irrité d'avoir été pris pour dupe, lui dit « Monsieur l'ambassadeur, c'est trop manger sans boire. Il faut que vous ou quelqu'un de vos gens buviez toute l'eau des fontaines, des aqueducs et des réservoirs de la ville, et tout le vin qui se trouvera dans les caves. » Seigneur, dit Fortuné, vous voulez me mettre dans l'impossibilité d'obéir à vos ordres. Mais au fond, je ne laisserais pas de tenter l'aventure si je pouvais me flatter que vous rendrez au roi mon maître ce que je vous ai demandé de sa part. Je le ferai, dit l'empereur, si vous pouvez réussir dans votre entreprise. Le chevalier demanda à l'empereur s'il y serait présent. Il répliqua que la chose était assez rare pour mériter sa curiosité, et, montant dans un chariot magnifique, il fut à la fontaine des lions. Il y en avait 7 de marbre, qui jetaient par la gueule des torrents d'eau, dont il se formait une rivière sur laquelle on traversait la ville en gondole. Trinquet s'approcha du grand bassin, et sans reprendre haleine, il tarit cette source aussi sèche que s'il n'y avait jamais eu d'eau. Les poissons de la rivière criaient vengeance contre lui, car ils ne savaient que devenir. Il n'en fit pas moins à toutes les autres fontaines, aux aqueducs, aux réservoirs. Enfin, il aurait bu la mer tant il était altéré. Après une telle expérience, l'empereur ne pouvait guère douter qu'il ne bût le vin aussi bien que l'eau, et chacun, dépité, n'avait guère envie de lui donner le sien. Mais Trinquet se plaignit hautement de l'injustice qu'on lui faisait. Il dit qu'il aurait mal à l'estomac, et qu'il ne prétendait pas seulement avoir le vin, mais que les liqueurs étaient aussi de son marché. De sorte que Matappa, craignant de paraître trop ménager, consentit à ce que Trinquet demandait. Fortuné, prenant son temps, supplia l'empereur de se souvenir de ce qu'il lui avait promis. À ces paroles, il prit un air sévère et lui dit qu'il y penserait. En effet, il assembla son conseil pour lui déclarer le chagrin extrême où il était d'avoir promis à ce jeune ambassadeur de rendre tout ce qu'il avait gagné sur son maître, qu'il y avait attaché des conditions dont il avait cru l'exécution impossible, et qu'il fallait aviser à ce qu'on pourrait dire pour éviter une chose qui lui était si préjudiciable. La princesse, sa fille, qui était une des plus belles personnes du monde, l'ayant entendu parler ainsi, lui dit « Seigneur, vous savez que jusqu'à présent j'ai vaincu tous ceux qui ont osé me disputer le prix de la course. Il faut dire à l'ambassadeur que s'il peut arriver premier que moi au but qui sera marqué, vous promettez de ne plus éluder la parole que vous lui avez donnée. » L'empereur embrassa sa fille. Il trouva son conseil merveilleux, et le lendemain, il reçut agréablement les devoirs de Fortuné. « J'ai encore une chose à exiger, » lui dit-il. « C'est que vous ou quelqu'un de vos gens couriez contre la princesse, ma fille. Je vous jure, par tous les éléments, que, si l'on remporte le prix sur elle, je donnerai toutes sortes de satisfactions à votre maître. » Fortuné ne refusa point ce défi. Il dit à l'empereur qu'il l'acceptait, et sur-le-champ, Matappa ajouta que ce serait dans 2 heures. Il envoya dire à sa fille de se préparer. C'était un exercice où elle était accoutumée dès sa plus tendre jeunesse. Elle parut dans une grande allée d'orangers, qui avait 3 lieues de long, et qui était si bien sablée que l'on n'y voyait pas une pierre grosse comme la tête d'une épingle. Elle avait une robe légère, de taffetas couleur de rose, semée de petites étoiles brodées d'or et d'argent. Ses beaux cheveux étaient rattachés d'un ruban par derrière, et tombaient négligemment sur ses épaules. Elle portait de petits souliers sans talons, extrêmement jolis, et une ceinture de pierreries qui marquait assez sa taille pour laisser voir qu'il n'en avait jamais été une plus belle. La jeune Atalante n'aurait osé lui rien disputer. Fortuné vint suivi du fidèle Léger et de ses autres domestiques. L'empereur se plaça avec toute sa cour. L'ambassadeur dit que Léger aurait l'honneur de courir contre la princesse. Le coffre de Maroquin lui avait fourni un habit de toile de Hollande, tout garni de dentelles d'Angleterre, des bas de soie couleur de feu, des plumes de même et de beau linge. En cet état, il avait fort bonne mine. La princesse l'accepta pour courir avec elle. Mais avant que de partir,
on lui apporta une liqueur qui aidait encore à la rendre plus légère et à lui donner de la force. Le coureur s'écria qu'il fallait qu'on lui en donnât aussi, et que l'avantage devait être égal. « Très volontiers, dit-elle, je suis trop juste pour vous refuser. » Aussitôt, elle lui en fit verser. Mais comme il n'était point accoutumé à cette eau qui était très forte, elle lui monta tout d'un coup à la tête. Il fit 2 ou 3 tours, et se laissant tomber au pied d'un oranger, il s'endormit profondément. Cependant, on donnait le signal pour partir. On l'avait déjà recommencé 3 fois. La princesse attendait bonnement que Léger s'éveillât. Elle pensa enfin qu'il lui était d'une grande conséquence de tirer son père de l'embarras où il était, de sorte qu'elle partit avec une grâce et une légèreté merveilleuses. Comme Fortuné se tenait au bout de l'allée avec tous ses gens, il ne savait rien de ce qui se passait, lorsqu'il vit la princesse qui courait toute seule et qui n'était plus guère qu'à une demi-lieue du but. « Dieu !» s'écria-t-il en parlant à son cheval, « nous sommes perdus, je n'aperçois point Léger. »« Seigneur, dit Camarade, il faut que Fine-Oreille écoute, peut-être il nous apprendra ce qu'il fait. » Fine-Oreille se jeta par terre, et bien qu'il fût à 2 lieues de Léger, il l'entendit ronfler. « Vraiment, dit-il, il n'a garde de venir, il dort comme s'il était dans son lit. »« Hé, que ferons-nous donc » s'écria encore Fortuné. « Mon maître, dit Camarade, il faut que Bon-Tireur lui décoche une flèche dans le petit bout de l'oreille afin de le réveiller. » Le Bon-Tireur prit son arc et frappa si juste qu'il perça l'oreille de Léger. La douleur qu'il ressentit le tira de son assoupissement. Il ouvrit les yeux, il aperçut la princesse qui touchait presque au but, et il n'entendit derrière lui que des cris de joie et d'applaudissements. Il s'étonna d'abord, mais il regagna bien vite ce que le sommeil lui avait fait perdre. Il semblait que les vents le portaient, et que les yeux ne le pouvaient suivre. Enfin, il arriva le premier, ayant encore la flèche dans l'oreille, car il ne s'était pas donné le temps de l'ôter. L'empereur demeura si surpris des 3 événements qui s'étaient passés depuis l'arrivée de l'ambassadeur qu'il crut que les dieux s'intéressaient pour lui et qu'il ne pouvait plus différer de tenir sa parole. « Approchez, lui dit-il, afin d'entendre par ma bouche que je consens que vous preniez ici ce que vous ou l'un de vos hommes pourrait emporter des trésors de votre maître. Car il ne faut pas que vous pensiez que je veuille jamais vous en donner davantage, ni que je laisse aller ses soldats, ses sujets et ses chevaux. » L'ambassadeur lui fit une profonde révérence. Il lui dit qu'il lui faisait encore beaucoup de grâce, et qu'il le suppliait de donner ses ordres là-dessus. Matapa, tout plein de dépit, parla au gardien de ses trésors et s'en alla à une maison de plaisance qu'il avait proche de la ville. Aussitôt, Fortuné et ses gens demandèrent l'entrée de tous les lieux où les meubles, les raretés, l'argent et les bijoux du roi étaient enfermés. On ne lui cacha rien, mais ce fut à condition qu'il n'y aurait qu'un seul homme qui pourrait s'en charger. Fortéchine se présenta, et avec son secours, l'ambassadeur emporta tous les meubles qui étaient dans les palais de l'empereur. 500 statues d'or plus hautes que des géants, des carrosses, des chariots et toutes sortes de choses, sans exception. Avec cela, Fortéchine marchait si légèrement qu'il ne semblait pas qu'il eût 1 livre pesant sur son dos. Lorsque les ministres de l'empereur virent que ses palais étaient démeublés à tel point qu'il n'y restait ni chaise, ni coffre, ni marmite, ni lit pour le coucher, ils allèrent en diligence l'en avertir, et l'on peut juger de son étonnement quand il sut qu'un seul homme emportait tout. Il s'écria qu'il ne le souffrirait pas, et commanda à ses gardes et à ses mousquetaires de monter à cheval et de suivre en diligence les ravisseurs de ses trésors. Bien que Fortuné fût à plus de 10 lieues, Fine-Oreille l'avertit qu'il entendait un gros de cavalerie qui venait à toute bride. Et le Bon-Tireur, qui avait la vue excellente, les aperçut. Ils étaient au bord d'une rivière. Fortuné dit à Trinquet: « Nous n'avons point de bateau. Si tu pouvais boire une partie de cette eau, nous passerions. » Trinquet aussitôt fit son devoir. L'ambassadeur voulait profiter du temps pour s'éloigner. Son cheval lui dit: « Ne vous inquiétez pas, laissez approcher nos ennemis. » Ils parurent au bord de la rivière, et, sachant où les pêcheurs mettaient leurs bateaux, ils s'embarquèrent promptement,
et ramaient de toute leur force lorsque l'impétueux enfla ses joues et commença de souffler. La rivière s'agita, les bateaux furent renversés, et la petite armée de l'empereur périt sans qu'il s'en sauvât un seul pour lui en aller dire des nouvelles. Chacun, joyeux d'un événement si favorable, ne songea plus qu'à demander la récompense qu'il croyait avoir méritée. Ils voulaient se rendre les maîtres de tous les trésors qu'ils emportaient. Lorsqu'il s'éleva une grande dispute entre eux sur le partage. « Si je n'avais pas gagné le prix, disait le coureur, vous n'auriez rien. Et si je ne t'avais pas entendu ronfler, dit Fine-Oreille. Où en étions-nous? Qui t'aurait réveillé sans moi? Repartit le bon tireur. En vérité, ajouta Fortéchine, je vous admire avec vos contestations. Quelqu'un me doit-il disputer l'avantage de choisir, puisque j'ai eu la peine de porter tout? Sans mon secours, vous ne seriez point dans l'embarras de partager. Dites plutôt sans le mien, repartit Trinquet. La rivière que j'ai bue comme un verre de limonade vous aurait un peu embarrassé. On l'aurait été bien autrement si je n'avais pas renversé les bateaux, dit l'impétueux. J'ai gardé le silence jusqu'à présent, interrompit Grugeon. Mais je ne puis m'empêcher de représenter que c'est moi qui ai ouvert la scène aux grands événements qui se sont passés, et que, si j'avais laissé seulement une croûte de pain, tout était perdu. Mes amis, dit Fortuné d'un air absolu, vous avez tous fait des merveilles. Mais nous devons laisser au roi le soin de reconnaître nos services. Je serais bien fâché d'être récompensé d'une autre main que de la sienne. Croyez-moi, remettons tout à sa volonté. Il nous a envoyés pour rapporter ces trésors, et non pas pour les voler. Cette pensée est même si honteuse que je suis d'avis que l'on n'en parle jamais. Et je vous assure qu'en mon particulier, je vous ferai tant de bien que vous n'aurez rien à regretter. Combien il serait possible que le roi vous négligeât. Les 7 doués se sentirent pénétrés de la remontrance de leur maître. Ils se jetèrent à ses pieds, et lui promirent de n'avoir point d'autre volonté que la sienne. Ainsi, ils achevèrent leur voyage. Mais l'aimable Fortuné, en approchant de la ville, se sentait agité de 1000 troubles différents. La joie d'avoir rendu un service considérable à son roi, à celui pour qui il ressentait un attachement si tendre, l'espérance de le revoir, d'en être favorablement reçu, tout cela le flattait agréablement. D'ailleurs, la crainte d'irriter encore la reine et d'éprouver de nouvelles persécutions de sa part et de celle de Floride le jetait dans un étrange abattement. Enfin, il arriva, et tout le peuple, ravi de voir tant de richesses qu'il rapportait, le suivait avec 1000 acclamations, dont le bruit parvint jusqu'au palais. Le roi ne put croire une chose si extraordinaire. Il courut chez la reine pour l'en informer. Elle demeura d'abord tout éperdue, mais ensuite, se remettant un peu, « Vous voyez, dit-elle, que les dieux le protègent. Il a heureusement réussi, et je ne suis pas surprise qu'il entreprenne ce qui paraît impossible aux autres. » En achevant ces mots, elle vit entrer Fortuné. Il informa leur majesté du succès de son voyage, ajoutant que les trésors étaient dans le parc, parce qu'il y avait tant d'or, de pierreries et de meubles qu'on n'avait point d'endroit assez grand pour les mettre. Il est aisé de croire que le roi témoigna beaucoup d'amitié à un sujet si fidèle, si zélé et si aimable. La présence du chevalier et tous les avantages qu'il avait remportés rouvrirent dans le cœur de la reine une blessure qui n'était point encore fermée. Elle le trouva plus charmant que jamais, et, sitôt qu'elle put être en liberté de parler à Floride, elle recommença ses plaintes ordinaires. « Tu vois ce que j'ai fait pour le perdre, » lui disait-elle. « Je n'imaginais que ce seul moyen de l'oublier. Une fatalité sans pareille me le ramène toujours, et quelque raison que j'eusse de mépriser un homme qui m'est si inférieur et qui ne paie mes sentiments que d'une noire ingratitude, je ne laisse pas de l'aimer encore et de me résoudre enfin à l'épouser secrètement. »« À l'épouser, madame ?» s'écria Floride. « Est-ce une chose possible? Ai-je bien entendu? » ?»« Oui, » reprit la reine. « Tu as entendu mon dessein. Il faut que tu le secondes. Je te charge d'amener Fortuné ce soir dans mon cabinet.
Je veux lui déclarer moi-même jusqu'où vont mes bontés pour lui. » Floride, au désespoir d'être choisie pour contribuer au mariage de sa maîtresse et de son amant, n'oublia rien pour détourner la reine de le vouloir. Elle lui représenta la colère du roi s'il venait à découvrir cette intrigue, qu'il ferait peut-être mourir le chevalier, que tout au moins il le condamnerait à une prison perpétuelle, où elle ne le verrait plus. Toute son éloquence échoua. Elle vit que la reine commençait à se fâcher. Elle n'eut pas d'autre parti à prendre que celui d'obéir. Elle trouva Fortuné dans la galerie du palais, où il faisait arranger les statues d'or qu'il avait rapportées de Matapa. Elle lui dit de venir le soir chez la reine. Cet ordre le fit trembler. Floride connut sa peine. « Ô Dieu, lui dit-elle, que je vous plains. Pourquoi faut-il que le cœur de cette princesse n'ait pu vous échapper? Hélas, j'en sais un moins dangereux que le sien, qui n'oserait se déclarer. » Le chevalier ne voulut pas s'embarquer dans un nouvel éclaircissement. Il avait déjà assez de chagrin, et, comme il ne cherchait point à plaire à la reine, il prit un habit très négligé, afin qu'elle ne pût penser qu'il eût aucun dessein. Mais, s'il pouvait quitter aisément les diamants et la broderie, il n'en allait pas de même de ses charmes personnels. Il était toujours aimable, toujours merveilleux. De quelque humeur qu'il fût, rien ne l'égalait.